Je range mon bureau, c'est la numéro 74. Oui, la 73 était hier, mais la vidéo s'est interrompue de manière imprévue pour moi, et donc on est resté sur ce que l'une de mes amies a appelé un cliffhanger, c'est-à-dire je parlais de ce livre-là, l'Apokolokentos de Sénèque aux éditions Poncerc, avec la traduction de Rousseau et un très volumineux et passionnant appareil critique, et puis ça a coupé tout d'un coup. Alors quand j'ai reçu le livre de l'Apokolokentos, je vais y arriver, j'avais le même jour pris ceci gratuitement à la librairie Le Livre, et c'est quoi? C'est pareil, c'est le Poncerc Flugblatt, c'est le numéro 13 d'une sorte de petit, comme ça, leaflet, feuillet, prospectus, 12 pages, édité par les éditions Poncerc, justement les mêmes éditions, et coédité par mon libraire, par Le Livre. Donc c'était assez amusant comme coïncidence, et ça montre que vraiment c'est une maison d'édition où ils sont un petit peu barrés, et ça n'est pas pour me déplaire. Alors ce que je n'avais pas fini de dire, j'avais pas fini de parler de ce que l'éditeur appelle la tapisserie, c'est-à-dire que la couverture constitue elle-même une sorte de troisième livre, ou de énième livre, de énième paratexte, et je crois effectivement que des spécialistes des questions paratextuelles auraient vraiment tout à fait intérêt à se plonger sur ce livre, en tant qu'objet à la fois d'érudition, de connaissance, un objet textuel, mais aussi en tant qu'objet paratextuel, puisqu'il y a tous ces petits fragments qui, mis bout à bout, constituent la tapisserie, c'est-à-dire l'ensemble de ces première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième de couverture, très tassé, et donc ça veut dire qu'en fait, si on publiait ça dans un format plus petit, avec une police assez grande, la tapisserie elle-même constituerait un nouveau livre, qui sont des compléments en quelque sorte liés bien sûr à l'histoire de Claude, de l'empereur Claude, chez d'autres auteurs, Suétone, Tacite, Dion Cassius, mais aussi avec des renvois à la consolation à Polybe de Sénèque lui-même. Voilà, donc un livre vraiment très intéressant, paru en 2019, et il n'y a pas le prix, si, ça coûte 9 €, non j'y crois pas, 9 € seulement, alors que c'est vraiment un livre très très beau, et c'est pas du tout un livre de poche, c'est de très bonne qualité, donc vraiment aucune raison de s'en passer. L'Apokolokentos, il y a avec cette Apokolokentos, ça m'avait été envoyé aussi, le citrouillage imminent du prince, et donc le citrouillage imminent du prince, c'est une sorte de poster, comme ça. Je vais vous montrer ça. Tiens, je pourrais mettre ça en décoration dans une prochaine vidéo. Avec reprise la totalité de la tapisserie de l'Apokolokentos. Et donc l'ensemble des textes. Nous reproduisons ici la première partie de la tapisserie, faite de morceaux cousus pris à Suétone, Tacite, Dion Cassius et à la consolation à Polybe de Sénèque. Et donc là, on a l'essentiel du texte représenté. Il y a même, voilà, une sorte de prière d'insérer. Poncerc publie l'Apokolokentos de Sénèque, pamphlet très comique, faisant suite à l'élimination physique d'un prince, le divin Claude, dans une traduction la plus belle de Jean-Jacques Rousseau, et à cette occasion lance un appel au citrouillage imminent d'un prince, celui-là un autre. Et donc il y a une sorte de renvoi à la Macronie ou au macronisme. La campagne d'application sauvage de l'affiche a été initiée à Rennes en mai 2019. Elle sera poursuivie sur les murs des villes françaises en 2020. Pour obtenir le fichier servant à l'impression des affiches de rue, écrire à Poncerc, poncerc@gmail.com. Suit une citation de sens unique de Walter Benjamin, décidément, et un nota bene donnant le détail de l'affiche, fait au fusain par Thorsten Holz, d'après un buste de l'empereur Claude qu'on trouve au musée des Antiquités de Berlin. On peut, pour la lecture des textes ici tassés, faire usage de cet instrument dont quelquefois encore jusqu'au 19e voire 20e siècle on se servait pour lire, une loupe. Voilà, c'est barré, c'est intelligent, c'est passionnant, ça résonne un petit peu avec les questions du corps politique dans notre époque très contemporaine, et donc c'est aux éditions Poncerc. Voilà, là une fois que j'ai mis tous les papiers, prospectus, etc., c'est bon, bref, il faudra que je range ça différemment. Dans un tout autre style, chez un éditeur que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé aussi, les éditions Dodovol font paraître cette année, 2021, ce très bel album, À la source des filles des eaux, par Griotte et Annie Grondin. Alors
les illustrations, les aquarelles, les dessins sont de Griotte, et c'est un pseudonyme, et les textes sont de Annie Grondin, qui est une autrice réunionnaise, je crois, et donc c'est un carnet de voyage à Madagascar, et en l'occurrence, un carnet de voyage tout au nord, hein, du côté de Diego Suarez, et le point de départ est celui-ci. On raconte que Zavavirano, la sirène, tomba amoureuse d'un pauvre pêcheur et l'épousa. Elle lui fit promettre de respecter un interdit, celui de ne jamais révéler son identité. L'homme devint très riche et suscita la jalousie de ses frères. Ces derniers organisèrent une fête en son honneur, lui firent boire de l'alcool. Le pêcheur pauvre, qui était devenu riche grâce au pouvoir de sa femme, oublia sa promesse et dévoila le secret. Il perdit à tout jamais son épouse et tous ses biens. Zavaviran disparut dans l'eau avec ses enfants. Et donc, c'est évidemment un point de départ très Mamiwata, hein, c'est un mythe malgache, mais qui suit de très près la trame principale du mythe des Mamiwata, parce que les Mamiwata, c'est pas des vouivres, hein, c'est vraiment ce principe du l'épouse qui vit à terre le jour et qui repart dans l'eau la nuit, qui fait promettre de ne jamais révéler le secret, et généralement, évidemment, l'époux, comblé de bienfaits, de richesses, etc., grâce à cette union magique, finit par cracher le morceau et par tout perdre. Donc ça, c'est le principe. Et donc, Zavaviran est le petit livre à l'origine de notre rencontre. J'ai imaginé un conte à partir des peintures de Griotte. Et donc, ce livre-là n'est pas le conte, mais il est, en quelque sorte, le récit d'un voyage dans lequel la dessinatrice et l'écrivaine ont partagé les mêmes expériences. Et donc, c'est un livre qui est très beau, c'est un album qui est très beau. Je vous le conseille, il est sur ce format, je suis nul, moi je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce format très large. C'est vraiment très chouette. L'expédition elle-même, à travers des Madagascar, avec des quantités de moyens de locomotion différents, parce qu'en fait il y a des routes coupées, il y a des endroits où on passe pas, il y a des traversées en pirogue, il y a des traversées sur des troncs. Donc voilà, on a des pages comme ça qui sont très chouettes. Et donc, évidemment, entrelardé du texte d'Annie Grondin, qui est très bien. Je cherche un petit peu ce que je pourrais vous lire. Voilà, je vous montre des pages. Voilà, donc c'est une très belle idée de cadeau aussi. Hein, si vous avez des cadeaux à faire aussi, c'est très bien. C'est aux éditions Dodovol. Est-ce que je vais vous trouver? Tiens. Après ces quelques jours au village, nous repartons sur nos eBay. Nous chargeons nos valises sur un tuk-tuk du voisinage et partons pour Ankifi. La route est agréable grand matin et nous sommes largement plus à l'aise que dans un taxi B. À Ankifi, nous retrouvons Malala. Elle s'occupe de tout et nous quittons la grande île pour nos eBay assez rapidement. Malheureusement, le moteur de la vedette taxi tombe en panne peu de temps après. Aïe aïe aïe, les marins cherchent un couteau pour pouvoir réparer, personne n'a ça sur lui. Les passagers râlent du mauvais état du moteur qui nous met en retard. Griotte propose son cutter qui sert à tailler ses crayons. Ça fonctionne, nous repartons. Griotte, la sauveuse. Voilà, c'est donc ce très joli album qui vient de paraître aux éditions Dodovol à la source des filles des eaux, carnet de voyage en pays Antakaran. C'est aux éditions Dodovol. Tiens, ça je l'ai lu tout récemment, en fait, c'est Femelle d'Andrea Longchu et c'est traduit de l'anglais. Oui, j'ai lu ça en anglais parce que j'ai eu connaissance de ce livre via les éditions françaises premier degré. Ça m'avait un petit peu intrigué, je ne connaissais pas du tout ce texte. Traduit de l'anglais par Clément Brown Villeneuve et Andrea Longchu, je ne sais pas comment il faut dire, qui écrit ce texte. Elle l'écrit à partir du Scam Manifesto de Valérie Solanas. Je ne reviens pas sur le Scam Manifesto de Valérie Solanas. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers une excellente vidéo d'Azélie Fayol. Coucou Azélie, si tu passes par là. Et si tu passes par là, Azélie, mais toute autre personne qui s'intéresse à l'histoire du féminisme, mais aussi à la conceptualisation actuelle des questions de féminisme et de transidentité, vraiment aura intérêt, sinon à écouter les 2-3 imbécilités que je vais dire dans les minutes qui viennent, mais tout simplement à aller regarder de près ce livre. Ça vient juste de paraître, c'était, je crois, 2021 aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui, en partant du Scam Manifesto, mais surtout, en fait, en partant beaucoup moins connu de la pièce de théâtre Up Your Ass de Valérie Solanas, par des différents personnages, de différentes répliques que disent ces personnages dans la pièce de Valérie Solanas. Cette pièce qui
qui serait un des motifs pour lesquels Valerie Solanas a fini par tirer, par blesser grièvement Andy Warhol, parce qu'en fait, elle lui avait confié cette pièce et il avait un petit peu botté en touche, il lui avait jamais trop répondu, il avait même perdu le texte de la pièce à une époque où on n'avait pas toujours des copies carbone. Quand on perdait un texte manuscrit ou tapuscrit qu'on avait, parfois c'était la seule copie, il n'y avait pas des copies partout dans les clouds et sur les clés USB. On est à la fin des années 60, et moi j'ai connu cette époque-là aussi, dans les années 70-80, on essayait de garder les copies carbone. Et donc voilà, il y a tout ce côté-là. Et donc cette pièce extrêmement in your face, up your ass, on dit in your face en anglais pour dire qui rentre dedans, une sorte de coup de poing permanent, avec des sortes de provocations permanentes sur les questions sexuelles et sur les questions de genre. Andrea Long-Chu s'en est servi pour proposer une sorte d'essai qui est aussi une forme d'autobiographie et dans laquelle se lit en creux, ou plus exactement en zigzag, sa propre transition, puisque Andrea Long-Chu parle d'elle-même, parfois avec des pronoms masculins, quand elle parle de ses années d'étudiant avant sa transition, et avant même d'avoir été consciente d'être en fait une femme. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, il y a plein de fois où elle parle d'elle-même au féminin, et d'autres fois où elle parle d'elle-même au masculin, sans le dead name, mais avec cette identité masculine d'avant sa transition. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui est intéressant, et c'est aussi l'idée centrale, c'est que tout le monde est femelle. D'où ce titre de femelle, fémélité, et donc la fémélité, et donc elle explique en fait tous les mouvements masculinistes, sexistes, les incels, tout ça, elle explique tout ça avec une explication principale qui est qu'en fait c'est la fémélité qui fait peur, c'est le fait d'assumer sa fémélité qui donne lieu en fait à un très grand nombre de dérives idéologiques sexistes. Et donc c'est un texte qui est souvent qui est parfois un peu difficile à suivre, mais qui est dérangeant, au sens où il réveille, il stimule, il fait réfléchir, et donc c'est très intéressant. Alors elle parle de plein de choses que je connais pas au niveau du porno. Elle parle beaucoup de quoi, c'est le sissy porn, c'est ça. Elle parle du sissy porn et du porno pour tantouses. Je cite la traduction par Clément Braun-Villeneuve. C'est ça le nom du traducteur, oui, voilà. Donc, elle parle de plein de choses comme ça, qui m'échappent un petit peu, mais qui sont intéressantes et qui aussi lui permettent de refaire un portrait de ses années d'étudiant, en cherchant à faire des trucs un peu délirants en termes de beaux-arts, en termes de happening, etc. Et avec beaucoup d'ironie aussi vis-à-vis de tout ça. Donc, elle prend Valérie Solanas très au sérieux, elle part du Scam Manifesto, elle parle de toute cette question de l'extermination de la masculinité et même des hommes, pour en proposer en fait une relecture ou un reparcours par Up Your Arse plus que par le Scum Manifesto, et en y ajoutant évidemment tout son plan personnel et tout un aspect qui est un aspect très contemporain, parce qu'en fait elle s'appuie notamment sur Reddit, sur un très grand nombre de posts sur le site Reddit, et donc avec une réflexion vraiment sur ce qu'elle appelle la manosphère. J'avais jamais rencontré ce terme-là, le web des masculins, en quelque sorte, des masculinistes. Bien, donc c'est quand même très stimulant, parfois un petit peu difficile à suivre. Femelle d'Andrea Long-Chu aux éditions Premier Degré, traduction Clément Braun-Villeneuve. Virage à 180 degrés, un recueil de poèmes nettement plus, on va dire, j'allais dire conventionnel, non, parce que c'est sur un sujet dont on parle assez peu, un poète que je ne connais pas, Bios Diallo, c'est un poète mauritanien, je crois, oui, né à Célibabi, dans le sud de la Mauritanie. Bios Diallo, journaliste de son état, dirige à Nouakchott depuis 2010 les rencontres littéraires traversées mauritanides. Bon, j'avais jamais entendu parler de tout ça, mais c'est pas grave. C'est publié aux éditions Obsidian dans la collection Le Manteau et la Lyre, dirigée par Nimrod. Et Nimrod, lui, je le connais, grand écrivain tchadien d'expression française, poète et romancier, dont j'ai déjà dû parler d'ailleurs dans certaines vidéos. Je tiens pas du tout mes registres et mes index à jour, donc moi-même je me retrouve absolument pas dans mon vlog, mais ça c'est encore une autre affaire. Et donc ce recueil, La Saigne de Bios Diallo, il est composé de 43 poèmes qui tracent un parcours et d'un épilogue qui est une ode à Ousmane Moussa Diagana.
Et le sujet, je disais tout à l'heure, c'est pas si conventionnel que ça, parce que c'est sur le pillage de Tombouctou et sur l'occupation de Tombouctou par des islamistes radicaux dans les années 2010, fin des années 2000, début des années 2010. Et donc, visiblement, Bios Diallo a écrit déjà un certain nombre de textes sur cette question-là, Vri à Tombouctou, un cri d'indignation pour la ville assiégée. Et donc cette poésie est une poésie évidemment élégiaque, mais qui est une poésie finalement de combat entre les lignes. Et j'ai trouvé ce recueil, il y a une vraie voix lyrique qui est très belle. Et je vais vous lire le poème 28 et le poème 29. Je vais vous en lire deux, parce que c'est assez court, ça me permet d'en lire deux. J'ai le deuil pour mémoire, les nuits fétides pour refuge. Debout sur la colline, j'observe ma mère. Au milieu de rêches rigoles, elle hèle ses fils. Elle n'a jamais pleuré, même aptère. Digne, la menthe religieuse, ma mère. Ils sont là, les hommes, du jour, du refus. Le chant de la cigale, sur les épaules les braises du vent, entre les dents, ils balisent, piochent et vantent les deuils. Bios Diallo, La Saigne, aux éditions Obsidiane. Un livre que j'ai lu en entier et qui m'a laissé sur ma faim, et je m'y attendais un peu. Le dernier, Ben Okri, The Freedom Artist. Je ne vais pas présenter Ben Okri, je ne vais pas non plus dire on ne présente plus Ben Okri, c'est juste que là j'ai pas envie de le faire. Alors Ben Okri, la trilogie de l'Abiku, la trilogie Azaros, c'est un texte magnifique, The Famished Road, et la suite, Songs of Enchantment, Infinite Riches. Pendant tout un temps, je me rappelle, le premier avait été traduit tout de suite, La Route de la Faim aux éditions Lafon, et puis la suite a mis des années, avait mis très très longtemps à être traduit, mais je crois quand même que tout a été traduit. Peu importe. Et depuis maintenant 15 ans à peu près, il y a eu un texte qui m'avait beaucoup agacé, qui s'appelait Starbook, ça doit être il y a une dizaine d'années, jusqu'à... depuis environ une quinzaine d'années, Ben Okri, il a pris un peu un virage, qui est un virage complètement mystique, dans lequel il écrit des histoires qui sont non situées politiquement, qui sont, que moi je trouve ça assez embarrassant. Il y a un côté très occidentalisant aussi, un côté un petit peu New Age, enfin voilà. Et donc, malgré tout, et comme je garde quand même toujours une vraie, une vraie affection, un vrai amour pour la trilogie, je continue quand même de suivre un petit peu ce qu'il fait, et c'est pas mauvais en fait en soi, The Freedom Artist. Visiblement ça a beaucoup déconcerté les lecteurs, parce que c'est une sorte de 1984 de Orwell, mais là encore totalement non situé, ni géographiquement, ni politiquement, ni historiquement, et donc c'est une uchronie, mais sauf que c'est une uchronie ou une dystopie qui en n'étant pas situé ne donne pas vraiment d'outils. Donc ça veut dire que le lecteur a beaucoup de travail à faire pour essayer justement de prolonger cette lecture dans des expériences qui peuvent être des expériences idéologiques personnelles, des expériences de contestation idéologique, ou des expériences esthétiques réelles actuellement, hic et nunc maintenant. Mais c'est voilà, donc il y a quand même ce côté-là, que ce soit embarrassant, c'est plutôt bien. Ce qui moi me pose problème, c'est qu'il abuse toujours de cette forme en chapitre très court, avec des personnages différents, des longues énumérations, avec aussi une... Bon, moi, ce qui m'embarrasse depuis maintenant une bonne dizaine d'années chez Ben Okri, c'est qu'il n'a pas du tout renouvelé sa syntaxe. C'est-à-dire qu'en fait, la phrase de Ben Okri, c'est une phrase extrêmement répétitive, c'est une phrase dont il maîtrise parfaitement le rythme, mais j'ai l'impression, moi, qu'il se répète beaucoup, et il répète un petit peu toujours les mêmes recettes d'écriture dans la constitution même des phrases. Donc j'ai envie de dire que plus que les aspects un peu mystiques, les aspects un peu New Age, les aspects finalement... non situés politiquement, qui permettent finalement à peu près à tout le monde de s'y retrouver, à personne ou à tout le monde de s'y retrouver, que moi je trouve un peu embarrassant. Par-delà ça, ce qui vraiment me dérange en tant que lecteur de littérature, c'est la phrase. La phrase de Ben Okri n'a pas tant évolué, ou en tout cas elle ronronne un petit peu. Est-ce que j'ai... Je voulais lire un passage, mais je ne me le suis évidemment pas noté, ça c'est malin.
Donc il va y avoir un de ces longs blancs. Mince, c'était l'histoire, l'apparition du mot. Où est-ce que c'est cette histoire? Oh là là, quel imbécile, mais c'est pas possible. Ah oui, c'est ça. Le chapitre 9 de la, je sais pas combienième partie. Alors, il y a toujours un travail numérologique très intéressant sur la structuration des parties. Ça me plaît plutôt, mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Chapitre court, vous allez voir, je vais lire que ça. Et c'est déjà traduit, je crois. Hein. Ça, pour le coup, au cri, il est traduit tout de suite. Hein. Hélas, en un sens, pas parce que c'est pas bien que au cri soit traduit, mais parce qu'il y a tellement d'autres textes plus importants qui ne le sont pas. There were other things being distributed at the carnival besides the free food and drinks. Leaflets were dropping from the air. Along with the food in their hands, the people found leaflets with the image of sleepwalkers. Beneath the image was the single word, Upwake. Amidst the blare of eternal music, amidst the noise of percussive distraction, a single word, intoned on a piercing microphone, was heard. It cut through the dissonance. Upwake. Amidst the dancing girl in the company of jugglers, among the floats with effigies of heroes, a giant banner would be unfurled. It would have a single word in large red letters, Upwake. The police were summoned when the leaflets began to be found, and they arrested many performers. People found near the leaflets were carted away. Floats with unfurling banners of the dangerous word were brutally shut down. Chaos entered the carnival. Et en fait, toute la dissidence qui est, oui, c'est très Fahrenheit 451, 1984, il y a tout un mouvement de dissidence dans ce qui est une sorte d'autocratie mondiale, en fait. Et elle prend la forme, effectivement, de mots qui apparaissent, de slogans ou de mots qui apparaissent. Il y a notamment ce mot « upwake ». Mais ça, il faut savoir que le passage court que je vous ai lu, il y en a 10 autres comme ça. Et donc, à un moment donné, on se dit « non, c'est bon, on a compris, ça va ». Quoi. Donc, il y a un côté quand même très répétitif aussi, même dans la structuration narrative du livre. Bon, je l'ai lu il y a 2 ou 3 mois et je ne dis pas que j'ai déjà oublié ce dont ça parle, mais ça n'est pas marquant pour plein de raisons. Bon, je continuerai peut-être ou pas, je ne sais pas, à suivre un peu ce que fait Ben Okri. Le dernier, Jean-Michel Maulepoix. Là, je vais en dire du mal aussi, puis je ne vais pas en dire grand-chose, surtout. Alors, il faut savoir que Jean-Michel Maulepoix, c'est un poète et un critique littéraire. Moi, je l'ai découvert, comme pas mal de livres de critique littéraire pendant mes années d'étudiant, en l'occurrence en prépa, avec La Voix d'Orphée. Et La Voix d'Orphée, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Puis ensuite, j'ai lu les autres livres qu'il a écrits sur le lyrisme, du lyrisme, tout simplement. Il y a eu Le Poète perplexe. Il y en a eu un sur la musique dont le titre m'échappe. Est-ce qu'il est cité là? Non, là, c'est les... où est-ce que c'est? Je vais pas le trouver. Bon, je le trouve pas, c'est mal foutu leur truc. Du même auteur, si. Où est-ce qu'il est? La musique inconnue, voilà. C'était déjà il y a 8 ans. Bon. Et Maulepoix, par ailleurs, c'est aussi un poète. Il écrit beaucoup de poésie en prose et c'est très très beau. Moi, il y a 2 ou 3 recueils que je connais, 2 ou 3 livres que je connais au Mercure de France qui sont très beaux. Je me rappelle notamment les portraits d'un éphémère. Voilà, les portraits d'un éphémère au Mercure de France. J'avais acheté ça dans une brocante en Picardie à l'époque où je vivais en Picardie. C'est un livre que j'ai lu mais que j'ai relu. Et donc voilà, Maulepoix, c'est quelqu'un qui compte vraiment pour moi en tant que critique, en tant que poète. Et donc je suis vraiment triste de devoir en dire du mal ou de devoir dire que ce livre n'a pour moi aucun intérêt. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai fini par le parcourir très vite. Pourquoi? Parce que ici, Maulepoix s'intéresse au poète par une approche qui est intéressante par son anatomie, c'est-à-dire son corps, l'inscription du corps du poète. Il va du coup retraverser les figures importantes pour lui, principalement les poètes du XXe siècle, du 19e siècle. J'étais déjà en train de penser à autre chose, j'étais en train de penser à Reverdy au moment où je faisais ma phrase, et donc j'ai dit XXe siècle, mais en fait c'est plutôt quand même autour de Rimbaud, Nerval, donc voilà, Baudelaire bien sûr, et en fait, son principe de départ, c'est l'histoire du corps du poète. Mais alors, c'est un corps totalement abstrait. C'est-à-dire, c'est vraiment le problème de Maulepoix. Et peut-être que c'est aussi, à un moment donné, où moi, ça a fini par me parler ou par m'offusquer. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas parler de manière aussi dématérialisée, de manière aussi dépolitisée du corps. En l'occurrence, le corps du poète, l'anatomie du poète, c'est vraiment du poète. C'est-à-dire que son corpus est un corpus constitué presque exclusivement de poètes
qui sont des hommes, et donc Maulepoix, en 2021, publie ce livre chez Corti, sans jamais s'interroger sur la question, une question qui pourrait être intéressante, est-ce que dans le lyrisme féminin, on a un autre type d'inscription corporelle? Quelle est la part du concret dans la poésie lyrique du corps? Est-ce qu'on a une sorte d'abstraction globale, c'est-à-dire dans lesquelles les membres de cette anatomie, les parties de cette anatomie, les parties du corps finissent par être abstractisées ou abstraites? Toutes ces questions restent totalement dans les marges, voire absentes en fait de l'essai. Donc moi je considère de même que maintenant je commence de plus en plus à regarder avant d'acheter des anthologies, des revues, etc. Je me dis, tiens, est-ce que c'est équilibré en termes de représentation, on va dire très vite homme-femme, de même dans des revues, de même dans des colloques. J'ai encore vu passer récemment sur Twitter quelqu'un qui s'étonnait en s'offusquant qu'il puisse y avoir encore des journées d'études annoncées avec des programmes entièrement d'intervenants masculins, et c'est effectivement complètement inacceptable. Je veux dire, un organisateur qui se retrouve avec que des propositions, si jamais ça arrive, d'universitaires qui sont des hommes, à mon avis, a le devoir moral, soit de continuer à chercher à lancer l'appel, soit de ne pas organiser la journée d'études. Je le dis vraiment comme je le pense. Il y a vraiment ici un biais et un problème. Donc pour cette raison-là, c'est vraiment cette question du corpus, mais c'est pas seulement pour la question du corpus, parce que je pense que je pourrais très bien relire La Voix d'Orphée, qui est tout aussi masculin dans son corpus, c'est vraiment lié au thème, et puis c'est lié à la période. Je veux dire, actuellement, peut-être que ce livre-là aurait pu être écrit tel quel il y a 30 ans, ça aurait été certainement évidemment moins problématique, néanmoins c'est problématique, et c'est très bien qu'on soit à une époque où on se rend compte que c'est problématique. Donc parler du corps de manière aussi abstraite, et en faisant du masculin le genre par défaut, en faisant du masculin finalement l'abstraction neutre universelle, eh bien on commet quelque chose qui est un contresens, qui est un contresens historique, qui est un contresens sexuel et qui est un contresens, formel également. Voilà, donc goodbye Maulepoix, je n'en parle pas plus longtemps. Et puisqu'on parlait de représentativité et d'équilibre, j'ai parlé surtout d'auteurs, plus d'auteurs que d'autrices. Donc heureusement les deux derniers livres de la pile pour aujourd'hui, parce que j'en ai encore plein, et je pourrais très bien faire une vidéo tous les jours encore pendant 4 ou 5 jours sans problème, mais je pense que les viewers ne suivraient pas, le visionnage ne suivrait pas. Les deux dernières, ce sont des autrices. Noémie Lefebvre, dont j'avais déjà parlé l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus bien, pour Poétique de l'emploi. J'avais beaucoup aimé Poétique de l'emploi. Je sais même d'ailleurs que je l'ai fait acheter en quelque sorte. Enfin, le fait que j'en ai parlé, que j'en ai lu des extraits dans ces vidéos, il y a au moins 2 personnes qui l'ont acheté. Je le signale, de temps en temps, il m'arrive d'être prescripteur, ça peut arriver. Ça n'a pas d'intérêt en soi. En revanche, il m'arrive aussi de prêter des livres. Moi, je veux dire, quand ces vidéos débouchent sur un petit échange rapide sur les réseaux sociaux, voire sur un prêt de livre, voire sur une discussion en dehors des réseaux sociaux, dans la vraie vie, les réseaux sociaux font partie de la vraie vie, moi, voilà, je considère que le dialogue est établi. Parfois, je me dis, mais quand même, ces vidéos, à quoi ça sert? Tu monologues, c'est ridicule, tu imposes ta tronche comme ça pendant des heures. Mais malgré tout, je continue. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des échanges qui se créent, il y a des contacts qui se font. Donc, Noémie Lefebvre, que je n'aurais pas connu sans les réseaux sociaux et sans Gilles Bonnet à Lyon et sans François Bon. Je l'ai lu, j'ai lu Poétique de l'emploi, et donc j'ai acheté son dernier livre, Parle, suivi de Tais-toi. Et donc Parle est un texte qui se présente un peu comme un texte de théâtre, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, j'en dirai peut-être pas plus du tout, et Tais-toi est une sorte d'essai dans lequel Noémie Lefebvre parle de Flaubert, de la figure de Flaubert, de la figure de l'écriture et de l'auto-commentaire d'une œuvre par son auteur, à partir de Flaubert, et elle propose ensuite du coup un certain nombre de pistes sur Parle, c'est-à-dire le texte qui occupe la première partie du volume. Donc on a un dispositif qui est un dispositif très savant, très postmoderne en quelque sorte, d'écho, d'autocommentaire, un texte qui est un texte dont les voix sont difficiles à assigner, dont l'origine des voix est difficile à assigner, et donc un deuxième texte qui est un texte plus théorique, qui est comme une sorte de pendant, d'écho, de commentaire de la première partie du livre. Parle, suivi de Tais-toi, c'est évidemment un diptyque, avec des échos évidemment très évidemment beckettien dans la structuration même des titres, et Beckett est présent très au-delà de cette structuration des titres. Alors malgré tout, moi j'étais un peu sur ma faim, d'abord parce que le texte parle, alors la raison pour laquelle je disais ça se présente comme un texte de théâtre, oui, parce qu'il y a les tirés quadratins,
qui donne l'idée que c'est des dialogues, ou un polylogue. On ne sait pas exactement combien de parlants il y a dans ce parle, ou de parlantes, ou de locuteurs, ou de locutrices il y a. Mais dans la partie tais-toi, elle pose la question du genre. Parle n'est pas un roman. Page 108. Alors là, c'est bourré de notes de bas de page. Hein. Si vous aimez les dispositifs un peu prise de tête, c'est pas une mauvaise idée. Parle n'est pas une pièce de théâtre. Vous voyez, donc elle le dit. Parle n'est pas une pièce radiophonique, page 121. Parle n'est pas du cinéma, page 127. Et c'est tout. Et donc on ne sait pas. Donc moi la raison pour laquelle ce livre m'a un peu laissé sur ma faim, c'est parce que le texte parle lui-même, m'a pas plus plu que ça. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de facilité. Il y a des fautes sur les passés simples qui sont systématiquement corrigées par l'autre personnage. Il y a des renvois à l'actualité qui sont un peu lourdingue, moi j'ai trouvé. Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé Poétique de l'emploi. Je ne connais pas d'autres textes de Noémie Lefebvre. Je ne dis pas que ce texte m'ayant déçu, je vais arrêter de la lire totalement. Mais voilà, donc si moi je continue de conseiller plutôt Poétique de l'emploi. D'abord parce que Parle m'a vraiment déçu, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des facilités, y compris même dans le dispositif de qu'est-ce que c'est comme genre, qui parle à qui, de qui attend-on la parole. Elle parle pas mal dans la deuxième partie, dans le Tais-toi, du silence de Nathalie Sarraute, cette pièce radiophonique que j'avais d'ailleurs vu jouer sur les planches à Normal Sup, mise en scène par un de mes meilleurs amis. Moi je connaissais pas le silence de Nathalie Sarraute avant, c'est pour ça que je fais cette petite notule autobiographique. J'ai le droit de parler de moi dans ces vidéos, j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis chez moi. Peu importe. Qu'est-ce que je disais? Oui, le silence de Nathalie Sarraute, elle en parle parce que justement, parle, c'est aussi une attente de parole de la part d'un personnage qui ne l'apprend pas. Donc, même ça, voilà, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Et comme je ne vois pas très bien ce que je pourrais vous le dire, je pourrais vous lire ouais, si, allez, je vais vous lire un extrait de Tais-toi quand même. Moi, je parle, et puis faisons entendre un peu Noémie Lefebvre. Vous aurez bien une idée. Au fond, la bêtise est l'ennemi principal et la plus bête de toutes les bêtises serait bien de croire en ces deux extrémités de la même religion que sont l'inspiration et le savoir. On dirait bien que tout le monde est bête, si bien qu'il n'y aurait pas de meilleure solution finalement que d'en faire la matière d'un livre. Mais je ne vois pas tant de distance de la bêtise à l'intelligence et je parie que même ces deux-là, Bouvard et Pécuchet, sont sauvés de la bêtise par son exercice même. À force de ne pas être bête, comme l'ignorent les mondains, on devient vraiment con. Voilà où j'en suis, à refuser Flaubert tout en étant dedans. C'est ce qui arrive quand on a vécu longtemps dans un pays qui n'existe pas, comme il dit, comme je dois le dire après lui. Note 16 renvoie à une lettre à Émile Caïto. C'est peut-être une sorte de maladie locale, ce Flaubert que je traîne alors que les choses ont tout de même bougé depuis le 19e siècle. Je me demande ce qu'il y a de commun entre la ville de Rouen, polluée au Lubrizol, et celle où passa ce fiacre censuré par la Revue de Paris. D'accord, les usines fumaient déjà le long de la Seine et le ciel puait certainement le charbon. Le théâtre des arts est toujours le lieu de rendez-vous de la même bourgeoisie qui apprécie toujours Donizetti, mais ce n'est plus le même bâtiment ni le même quartier depuis que les Américains et les Anglais ont rasé gratis et fait sauter les ponts. Je me dis souvent, quand je me promène entre les immeubles de pierre jaune alignés depuis la fin des années 50 entre la cathédrale et le fleuve, que je ne sais pas voir ce que montre cette ville. Je pense à Lefebvre et Nanterre, à Pérec et Paris, ou à Döblin qui faisait sortir tout Berlin de la tête d'un ancien taulard, et je me demande ce que voient les détenus à Bonne-Nouvelle. Cette vieille prison ultramoderne au temps de Flaubert, construite sur le modèle panoptique à la fin des années 1850, comment ils voient ce qui se passe mieux que moi depuis cet angle mort de la vie urbaine. Ça, c'est un extrait de Tais-toi, Parle, suivi de Tais-toi, Noémie Lefebvre, c'est aux éditions Verticales, et ça vient de sortir. Un livre qui est sorti il y a un petit peu plus longtemps, que j'ai mis du temps à lire, 2018, aux éditions Isabelle Sauvage. Ce texte de Seija Stojka, et Seija Stojka, c'est cette peintre et autrice entièrement autodidacte, tzigane, déportée par les nazis, qui a réussi à survivre et qui a commencé à écrire sur le tard, parce qu'elle a appris à écrire tard, très tard, et elle a commencé à écrire des poèmes dans les années 70-80. Ces poèmes, ils ont été publiés aux éditions Bruno Doucet, ils sont magnifiques. Il y a aussi eu une exposition qui lui a été consacrée, j'ai le catalogue quelque part par là, j'ai pas vu l'expo, mais j'ai le catalogue, et de ses œuvres picturales aussi. Et c'est une artiste vraiment majeure.
Et ce texte-là, Nous vivons cachés, récit d'une Romnie à travers le siècle, elle est Rome, hein, en fait, j'ai dit Zigane par abus de langage, c'est pas bien. Je vous parlerai à un moment donné d'un autre livre que je suis en train de lire, le livre de William Acker, sur cette question justement des nomades, des gens du voyage, des termes qu'on emploie, donc c'est très important. Donc ici, sous-titré un récit d'une Romnie à travers le siècle, c'est traduit de l'allemand par Sabine Marer. Et donc c'est un texte dans lequel il y a toute une partie autobiographique sur l'expérience du camp, et ensuite il y a aussi une grande partie du texte qui parle de la manière dont dans sa famille on racontait le camp, et dont on essayait de raconter le camp à ceux qui ne l'avaient pas vécu, le camp d'extermination bien sûr, par celles qui avaient réchappé. Et je vais vous lire un extrait de la page 106. Et ça ne se passe pas au camp, comme vous l'entendrez. Après notre séance de cinéma, on est allé dans un café sur la place principale à Pinkafeld. C'est là qu'on trouvait les meilleures saucisses au jus de goulash et un petit pain vraiment croustillant. Il était parfumé et sentait le lait frais. Au café, ma tante m'a dit « Et maintenant, tu vas me faire la lecture du journal pour qu'on sache un peu ce qui se passe. » J'essayais de lire lentement et sans bégayer. Elle ne s'intéressait pas tant que ça aux nouvelles du monde, mais elle m'observait en train de lire. « Oui, ma belle, continue sur ta lancée. » Elle me dit. Elle a commandé encore du café, quelques cigarettes Austria 2. À l'époque, on pouvait les acheter à l'unité. Dans un coin, 2 Roms du Burgenland jouaient, l'un sur son violon, l'autre sur une guitare basse. Un peu plus tard, un petit garçon les a rejoints. Il jouait les plus belles chansons, aussi des chansons en Roumanie. Ma tante et moi, on chantait avec eux, on dansait aussi. J'étais vraiment étonné de ce que le petit garçon aux yeux noirs savait faire. J'ai cru voir des larmes dans ses yeux, mais alors il brillait et riait de nouveau. Il m'a souri et m'a fait comprendre qu'il était lui aussi un Rom. Je ne poursuis pas sur ses souvenirs d'enfance. Donc ça, c'est l'expérience avant, juste avant-guerre. Nous vivons cachés, récit d'une Romnie à travers le siècle. Je manque de temps, donc je bâcle un peu, je suis désolé. Mais c'est un texte vraiment important. Et si vous ne connaissez pas Seija Stoïka, il faut au moins aller regarder un petit peu son œuvre picturale et puis ses poèmes aussi, qui sont aux éditions Bruno Doucet. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que je le vois là? Est-ce que je peux le voir? Il est où? Je ne vais pas y arriver, non, il doit être en haut. Je vais pas réussir à le voir là. Bon, vous retrouverez ça. Seija Stoïka. Allez, c'était la 74e, et si je continue à ce rythme-là, je vais peut-être réussir à me débarrasser de mes piles en enchaînant des vidéos un peu tous les jours ou pas loin. Allez, salut!